Bien à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, en particulier les inconditionnels de notre émission majuscule Propos, notre rendez-vous hebdomadaire. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler diplomatie, et en particulier de la diplomatie parlementaire. Le député français, président du groupe d'amitié France-Rwanda, Aurélien Rousseau, est arrivé au Rwanda pour une visite de 4 jours consacrée aux enjeux mémoriels, à la santé et à la diplomatie parlementaire. C'est pour cela que nous avons le plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Monsieur le député, bienvenue à la TV rwandaise. Merci. Pour commencer, pourriez-vous nous parler d'abord de ce groupe d'amitié France et Rwanda? À l'Assemblée nationale française, et c'est la même chose au Sénat, on a une série de groupes d'amitié avec la plupart des pays. Et pour ma part, quand je suis arrivé à l'Assemblée, quand j'ai été élu il y a 2 ans, je n'avais qu'une envie, c'était de pouvoir siéger dans ce groupe d'amitié. Et on m'en a proposé la présidence. Et donc, l'idée, c'est qu'on se connaisse mieux entre parlementaires, entre pays, parce qu'on est dans une période où il y a besoin qu'on renforce tous nos liens. Il y a des liens évidemment entre les gouvernements, entre nos présidents. Ils sont forts, solides, mais on doit embarquer, si vous me permettez l'expression, plus largement. Oui. Et le Parlement est essentiel pour ça. Monsieur le député, j'ai appris que c'est pour la toute première fois que vous arrivez au Rwanda. Et alors, quelles sont vos impressions en arrivant à Kigali pour la première fois? Écoutez, je ne connaissais pas le Rwanda, en effet, mais j'avais lu, beaucoup échangé avec des amis historiens, certains bien connus ici, certains même, je pense à Hélène Dumas, qui a aujourd'hui la nationalité rwandaise, en plus d'être une historienne française. J'avais pu échanger beaucoup avec l'ambassadeur rwandais à Paris et l'ambassadrice de France ici, mais j'ai l'impression d'arriver dans un endroit où nous attendions ce rendez-vous. Donc je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Et on est arrivé ce matin, on est arrivé à 6h du matin. Quelques heures après, on était au mémorial du génocide des Tutsis au Rwanda. Tout de suite face à l'histoire et face à notre histoire. Et alors revenons maintenant à la diplomatie parlementaire. Comment qualifiez-vous aujourd'hui de cet état de relation entre le Parlement du Rwanda et l'Assemblée nationale française? Je dirais qu'il y a de l'envie des deux côtés et on a à apprendre à construire cela parce que dans les institutions de chacun des pays, l'Assemblée n'a pas forcément la même place, on n'a pas forcément la même pratique, mais je pense et je vais demain à l'Assemblée, on échangera notamment sur les enjeux de féminisation des pouvoirs, mais il y a cette volonté d'avancer, de se connaître, parce que trop souvent, et on a vu de manière vraiment préoccupante par moment, il y a de la méconnaissance du côté français, de l'histoire, de cette histoire qui nous lie en partie, et sur laquelle on doit avoir les yeux grands ouverts. Donc si on peut y contribuer tous ensemble, pas qu'en étant, et ma visite elle est sur évidemment la mémoire, l'histoire, la tragédie du génocide des Tutsis, mais elle est aussi sur des enjeux de coopération, et beaucoup aussi sur des enjeux de santé, sur lesquels on a réciproquement à apprendre les uns des autres. Et alors, peut-être quels sont les signaux que votre visite envoie à cette évolution des relations entre le Rwanda et la France? Le premier signal, indiscutablement, c'est la suite du chemin qui a été tracé par le président de la République Emmanuel Macron dans son discours en 2021, à la suite des travaux de la commission d'historiens, de la commission Duclerc, c'est de regarder en face nos responsabilités, la part qu'y compris le refus de voir nos responsabilités a accru dans la tragédie. Et donc le président de la République et le président Kagame avaient tracé des lignes pour approfondir,
pour approfondir ce sillon d'humilité, de respect. Et c'est d'abord ça le premier pilier, la reconnaissance réciproque d'une histoire qui nous lie en partie dans la tragédie, mais qui nous lie aussi pour l'avenir. Alors, parlons des sujets beaucoup plus précis. L'égalité homme-femme. Nous savons que, et je pense que vous êtes au courant aussi, la représentation des femmes au Parlement rwandais est la plus élevée au monde. Et comment ça se présente chez vous en France? Est-ce que la France a de l'expérience à partager en la matière? Je pense, là pour le coup, vous l'avez dit, les chiffres rwandais, presque 2/3 des députés sont des femmes. Une loi qui impose dans les postes les plus importants un pourcentage de femmes qui permettent qu'elles soient vraiment au poste de commande. Donc c'est au moins 30%. Au moins 30%. Je veux dire, nous en sommes loin. Nous avons encore une culture qui fait prévaloir les hommes. Et moi, je suis, j'allais dire, très, très admiratif. Quand je vois le programme qui est le mien, le nombre de personnalités de très haut niveau qui sont des femmes, et ça, je pense que c'est un signal que la relation est une relation entre deux pays adultes qui ont chacun à apprendre l'un de l'autre, et c'est très précieux. Donc oui, aujourd'hui, l'Assemblée nationale rwandaise est un modèle, mais j'allais dire ce qui est encore plus frappant, ce sont les postes de responsabilité, que ce soit au gouvernement ou dans les grands organismes qui font la gouvernance de la République du Rwanda. Et alors, d'après votre expérience, quels sont les obstacles persistants à cette représentation des femmes aux instances de prise de décision? L'obstacle principal, ce sont les préjugés des hommes. Faut pas se raconter d'histoire si on parle directement. Et les femmes n'ont évidemment rien à envier. Et simplement, je pense que souvent, on en fait encore l'exception. Donc on voit les différences. On a des critères d'évaluation de la performance qui sont très masculins. On a des critères d'évaluation de la force qui sont très masculins, du caractère qui sont très masculins. Or, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de manier tout cela de manière caricaturale, et le leadership, il est totalement partagé. Moi, j'ai eu l'honneur dans ma vie professionnelle d'être régulièrement sous l'autorité de femmes, et je dois dire que je suis résolument féministe. Et on a aujourd'hui au Rwanda une ambassadrice, Aurélie Royer-Goulin, qui est par ailleurs très investie dans la diplomatie française pour porter la diplomatie féministe, puisque par rapport à d'autres pays, on n'est pas encore au niveau sur nos grands postes où on devrait avoir plus de femmes dans les grands postes de la diplomatie française. Et alors justement, toujours sur ce sujet, comment les parlements respectifs comptent coopérer pour renforcer cette autonomisation des femmes? Pour ça, moi pour le coup, je viens au Rwanda avec la volonté de savoir comment ça a été fait, parce que on est toujours sur ce sujet classique qui est de dire est-ce qu'il faut de l'obligation ou est-ce qu'il faut faire confiance à l'histoire et au temps qui passe. Je pense que vous avez su manier ici les deux leviers. Une loi, vous la citiez tout à l'heure, sur les 30% minimum, une volonté politique à différents échelons. Et c'est là que nous, on doit apprendre. On progresse vite, mais on a, depuis le début de la Ve République, en 1958, on n'a eu que 2 premières ministres femmes en France, et on n'en avait pas eu avant. Donc on a du chemin à parcourir, mais je me dis que c'est une des voies de progrès de notre pays, donc tant mieux. Et alors, les hommes politiques ont quand même un rôle à jouer pour
favoriser davantage cette égalité homme-femme? D'après votre expérience, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les hommes politiques? D'abord, je pense que quand on est en responsabilité politique et qu'on est un homme, on doit se dire en permanence qu'on doit casser les préjugés. Je vais vous donner un exemple. J'étais directeur de cabinet de la Première ministre, Elisabeth Borne, et j'avais pris pour principe de partir le soir quand je considérais que le travail était fait pour aller m'occuper de mes enfants, pardon de parler de ça comme ça, mais je m'étais dit, moi je suis un homme, si je le fais, on va dire, ah ben tiens, c'est mignon, c'est un homme, il s'occupe de ses enfants, c'est plutôt bien. Si ça avait été une femme, on aurait dit, ben dis donc, elle fait passer sa vie familiale avant sa vie personnelle. Donc premier devoir, l'exemplarité pour remettre, comment dirais-je, les valeurs et montrer que le pouvoir, ce ne sont pas que les attributs et les symboles du pouvoir. Et les hommes, je pense, je fais de la sociologie un peu de bas de gamme, mais les hommes sont quand même très marqués par les attributs du pouvoir. Oui. Alors, à l'agenda de votre périple au Rwanda, il y a le centre IRCAD Africa et l'hôpital de Ruhengeri, c'est au nord du Rwanda. Pourquoi ces projets ont-ils été prioritaires dans la coopération française? Alors, ce sont deux projets de nature très différente, mais qui montrent l'intensité des liens entre la France et le Rwanda et la France. Le projet IRCAD, qui est né dans l'orbite des hôpitaux de Strasbourg sur le cancer, c'est un projet où les acteurs privés sont mobilisés et il y avait un besoin identifié conjointement d'avoir cette capacité sur le cancer, de développer, notamment les cancers digestifs, qui sont aujourd'hui souvent mal connus, de développer cette compétence. Et là, on doit saluer l'engagement d'acteurs très différents, mais soutenus évidemment à l'origine par les autorités françaises, par les autorités rwandaises. Mais si je puis dire, là, c'est la mobilisation privée, parce que notre boulot aussi de gouvernement ou de parlement, c'est que les acteurs privés s'intéressent au Rwanda, qui est aujourd'hui une des puissances de l'Afrique. Sur l'hôpital, on est dans une autre échelle. On est là dans une mobilisation qui a été décidée au plus haut niveau pour aider à la totale transformation d'un hôpital avec des coopérations avec de très nombreux hôpitaux français et puis l'inscription dans cette dynamique portée par le gouvernement rwandais du 4x4 pour multiplier en 4 ans le nombre de professionnels soignants. C'est un sujet qui est porté dans le monde entier. Moi, quand j'étais ministre de la Santé, j'avais porté avec l'Organisation mondiale de la santé l'Académie de l'OMS à Lyon, en France. Mais aujourd'hui, par le biais du groupe Agence française de développement, par le biais de prêts, par le biais de dons, on va avoir un hôpital universitaire de très haut niveau, avec des professionnels qui vont se former en permanence, mais aussi des professionnels français qui viendront ici, parce que moi j'insiste toujours, et en santé c'est fondamental, on apprend aussi beaucoup de ce qui est fait dans les pays africains notamment. On a appris beaucoup quand on a dû faire face en France à l'épidémie de Covid, à la manière, par exemple, dont était traité le VIH-Sida en Afrique pour la vaccination. Ça paraît étonnant de le dire, mais il faut renverser la perspective sur cette question en particulier. Et alors, parlant toujours de ces infrastructures, comment évaluez-vous leur potentiel pour renforcer la médecine moderne surtout? Alors, je pense que c'est la suite de ce que je disais, je pense que c'est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est faire un effort majeur sur la formation, parce qu'en fait, je voyais en préparant ce déplacement les spécialités médicales ou les types de professionnels de santé qui étaient recherchés, mais ce sont les mêmes que nous recherchons en France, ce sont les mêmes qui sont recherchés en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Donc c'est pour ça que l'OMS avait décidé de créer cette académie qui est localisée en France pour accentuer la formation.
Et le point essentiel aussi, c'est qu'il y ait des ponts pour que il y a de très nombreux hôpitaux français qui accueillent au niveau du statut de chef de clinique assistant ou de faisant fonction d'interne des professionnels rwandais qui vont se former, qui vont revenir, qui vont repartir. Et nous, on est très fiers, très heureux de cette coopération. Donc, c'est apprendre, mais c'est aussi apprendre pour les professionnels français. Quand vos directeurs d'hôpitaux rwandais vont à l'école des hautes études de santé publique à Rennes, cet échange-là, savoir comment on fait quand on est directeur d'hôpital au Rwanda, en termes d'autonomie, de leadership, de prise en compte des spécificités sociales, ça aide aussi à former nos propres directeurs d'hôpitaux. Et avec surtout ce centre IRCAD d'Africa, est-ce que la France compte élargir sa coopération avec d'autres pays africains à partir de ce centre? Je pense que ce centre, c'est, mais les promoteurs en parleraient mieux que moi, les promoteurs de ce centre, c'est un démonstrateur de ce qu'on est capable de faire, et y compris pas forcément en accueillant sur place, mais c'est aussi en ayant des équipes qui forment, qui vont traiter des images ou des données dans le centre qui est, lui, localisé ici à Kigali, mais pas forcément en se déployant partout. Il faut qu'on ait cette armature sur tous les continents qui couvre. Et par ailleurs, sur notamment l'oncologie, donc la cancérologie digestive, c'est un des champs sur lesquels on doit progresser, et nous aussi. C'est un chantier de recherche très important, et donc on va aussi apprendre et capitaliser collectivement sur ce qu'on fera ici. Alors nous l'avons dit, les piliers, les bases de la coopération, du renforcement de la coopération entre la France et le Rwanda sont bien là et ont été donnés par les deux chefs d'État, le président français Emmanuel Macron et le président rwandais Paul Kagame. Alors quelles sont selon vous les priorités pour consolider justement cette coopération qui existe entre nos deux pays? Les priorités, j'allais dire, le pilier, c'est le respect et la confiance. Et je pense aujourd'hui qu'avec les différents interlocuteurs aux différents niveaux, le respect et la confiance sont là. Ça ne veut pas dire qu'on est absolument d'accord sur tout, ça se raconterait des histoires si on le disait, mais ça veut dire qu'on se dit les choses. Et je vois, c'est ce que dit régulièrement le président de la République Emmanuel Macron, on peut se dire les choses. Et l'ambassadrice de France ici, ou ses collaborateurs, me disent ça aussi. Respect, ça c'est vraiment le socle. Respect, confiance. Et ensuite, les piliers, je pense qu'on les connaît. On a un travail qui est engagé depuis de nombreuses années sur l'histoire, la mémoire du génocide de 1994. Ce travail, il n'est pas terminé. Ce n'est pas une page qu'on tourne. On voit et on lit beaucoup de témoignages sur la mémoire du génocide au-delà des générations. Donc ce travail, il faut le renforcer. Il y a de plus en plus d'étudiants qui font des thèses sur le sujet, ici, en France, en Belgique. Donc les liens, ils sont très forts et on doit les renforcer. Et il y aura un point d'orgue, un point symbolique très important, c'est l'inauguration du mémorial en mémoire des victimes du génocide des Tutsis à Paris, d'ici la fin du printemps, le début de l'été. Je ne dispose pas de la date. Le deuxième pilier, c'est un pilier auquel notamment l'ambassadrice Aurélie Royer-Gounin croit beaucoup et s'investit beaucoup, c'est la coopération en matière scolaire et universitaire. Aujourd'hui, vous le savez, dans l'école Saint-Exupéry, la proportion de Français est très faible, elle est en deçà de 5%. L'essentiel, c'est d'avoir des jeunes Rwandais. J'étais tout à l'heure dans une discussion où je voyais des jeunes gens maîtrisant à la fois le Kinyarwanda, l'anglais, le français. C'est une chance exceptionnelle. Oui.
Et on développe aussi 2 autres piliers, celui de la santé, avec une très forte présence d'expertise France qui est très actif, Expertise France, qui est dans le groupe de l'Agence française de développement, qui est très présent. Et puis, évidemment, le Rwanda est aujourd'hui une puissance économique, régionale importante, et alors on part de chiffres qui ne sont pas très élevés, mais la multiplication chaque année des échanges commerciaux entre la France et le Rwanda et la France est une bonne nouvelle, et on a beaucoup d'entreprises françaises qui sont aujourd'hui investies sur des projets importants au Rwanda. Donc ça, on veut faire avancer tout ça simultanément dans le cadre, par ailleurs, d'un dialogue politique sur tous les sujets du moment, sujets sur lesquels le Rwanda est très présent à l'échelle africaine. Alors, revenons sur le groupe d'amitié France-Rwanda. Quel rôle les groupes d'amitié parlementaires peuvent-ils jouer pour faciliter, renforcer le dialogue et la compréhension mutuelle qui sont là, mais qui doivent être relevés, développer davantage? Je pense que c'est simple. Plus on est nombreux à se connaître, plus les liens, comme sur une machine à tisser, plus les liens sont serrés, sont forts, sont solides, et plus ils nous permettent de franchir les moments où on peut avoir des désaccords. Voilà, c'est ça aussi la diplomatie. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une diplomatie, c'est la diplomatie de la France, mais la diplomatie parlementaire, elle est un peu en marge, donc elle aide aussi à avoir d'autres regards, de la liberté de parole, peut-être rencontrer d'autres interlocuteurs, et ça c'est extrêmement précieux. Et c'est vrai que je vois depuis que j'ai annoncé mon déplacement, le nombre d'amis, de collègues qui me disent il faudrait que tu rencontres un tel ou une telle et une telle pour rester dans la thématique féministe. Il me faudrait beaucoup plus de 4 jours. Mais l'essentiel de dire, c'est que toutes les coopérations, à la fin, se tissent pour faire quelque chose de solide qui tienne et qui tiennent dans les bons moments et dans les moments moins bons. C'est toujours le cas dans les relations entre pays. Alors, il y a, dans le développement de nos pays, il y a une catégorie qu'on ne peut pas ignorer, c'est la jeunesse. Alors, en tant que parlementaire dans ce groupe d'amitié, est-ce que vous avez des projets qui vous lient avec les jeunes surtout? Dans quelques jours, il y a une classe d'un lycée proche d'Aix-en-Provence, qui ont travaillé depuis le début de l'année avec leurs enseignants, qui va venir au Rwanda. La jeunesse, c'est l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je vous le disais, je discutais avec des jeunes gens dont la plupart avaient fait une partie de leurs études à l'étranger, pas en France. Oui. Il faut qu'on remette là-dessus. Et typiquement là, la diplomatie parlementaire peut jouer, parce que moi je pense qu'on a été trop restrictif sur ces sujets-là. Il faut qu'on retrouve des jeunes gens qui vont faire des masters, des thèses en France, qui reviendront au Rwanda, mais qui vont être le ferment de notre coopération à venir. C'est ça qui est le cœur. Donc la jeunesse, oui, c'est essentiel. Je le disais, c'est dans ce chapitre-là que je mettais éducation, enseignement supérieur, recherche. Tout ça, on le fait pas pour parler uniquement du passé, mais pour se projeter dans l'avenir. Voilà, donc je pense que ça, on a, nous, parlementaires, un rôle à jouer, et y compris parce qu'il y a trop de méconnaissances réciproques. Et là-dessus, moi, je me sens investi aussi d'une responsabilité particulière de porter l'image et les opportunités qu'on peut trouver aujourd'hui au Rwanda. Et alors justement, toujours sur ce même sujet, il y a une observation qui est faite surtout dans nos pays africains. On voit que les jeunes, la catégorie des jeunes ne s'intéressent pas à ces travaux parlementaires.
Je ne sais pas si en France vous avez un défi similaire et si jamais il y en a, que comptez-vous faire pour le surmonter? En fait, je pense que c'est au-delà des travaux parlementaires. Oui, il y a un désintérêt pour ces travaux parlementaires, même s'il y a toute une jeunesse engagée, mais qui s'engage différemment, qui est connectée au monde par le biais des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est aussi un danger, mais elle est beaucoup plus connectée. Moi, mes enfants sont beaucoup plus connectés au monde que ceux que je n'étais à leur âge. Donc le sujet, et j'ai été frappé dans mes discussions depuis ce matin avec des responsables d'associations, par exemple d'Ibuka, de se dire que la question c'est comment on fait nation. Voilà. C'est évidemment au Rwanda le sujet majeur, le pilier de la question de l'unité qui est si importante pour les autorités rwandaises, mais nous aussi, la question de savoir comment on fait nation, qu'est-ce qu'on fait ensemble, même si on est différents, pourquoi on est français, quel est notre destin commun. Ben, je pense, vous savez qu'on a des élections présidentielles en France l'an prochain, en 2027. Pour moi, ce sera le sujet central, c'est embarquer la jeunesse dans cette question. Et si la jeunesse ne s'y intéresse pas, ça n'est pas la responsabilité de la jeunesse, c'est la responsabilité des femmes et des hommes politiques. Oui. Et après votre visite au Rwanda, la toute première au Rwanda, peut-être on peut savoir quelles seront les prochaines étapes. Alors on a beaucoup depuis ce matin et donc quelques jours de plus, mais on a déjà identifié pas mal de projets en lien évidemment avec l'ambassade de France. Moi, je souhaiterais, je vais m'impliquer je pense que cette coopération en matière de santé, elle est vraiment centrale, qu'on peut sans doute l'élargir et l'approfondir encore. Je suis aussi convaincu que nos concitoyens attendent que les engagements de principe qui ont été posés par les deux chefs de l'État aient bien des traductions concrètes. Voilà. Et puis, je vais rencontrer tout au long de ces journées, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Santé, au Parlement, des personnalités qui auront sans doute des propositions. Avec mon collègue Hervé Berville, qui a été ministre et qui est lui-même un rescapé du génocide, qui est député aujourd'hui. On a pas mal d'idées, mais moi j'avoue que j'avais besoin de venir et je suis sûr que je vais repartir avec une longue liste. Et peut-être pour terminer notre émission avec les parlementaires rwandais et surtout avec ce groupe d'amitié France-Rwanda, pensez que vous êtes bien armés pour porter au loin cette coopération entre la France et le Rwanda? Il faut être modeste. C'est une pierre ou un fil, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, un fil de plus. Oui. On est dans un contexte géopolitique et nous de politique nationale qui est très tendu en France. Vous le savez, beaucoup de sujets sont instrumentalisés et donc on doit tenir cette ligne qui est parfois une ligne de crête, hein, comme dans les relations avec beaucoup de nos grands partenaires. C'est le respect et la confiance, et nous, même dans les moments difficiles, et nous, on apportera notre pierre à cet édifice autant qu'on le pourra, on y mettra toute notre énergie. Et un point important que vous soulignez, il y a l'instrumentalisation avec la politique mondiale actuelle. Est-ce que vous comptez travailler aussi avec le monde francophone? Nous sommes dans le mois de la francophonie. Vous comptez aussi étendre cette coopération peut-être à d'autres pays membres de la francophonie? Écoutez, on est par ailleurs dans une période, vous le savez, où va s'annoncer le renouvellement, les candidatures pour l'Organisation internationale de la francophonie. Moi, je pense que la francophonie, c'est une chance inouïe. Le français n'est pas une langue avec autant de subtilité, de précision,
j'allais dire, de finesse que le Kinyarwanda, mais c'est une langue qu'on a en partage et je pense que la langue, les mots, mettre des mots sur ce que nous avons vécu collectivement, sur la tragédie qui a été vécue ici, sur la responsabilité, la part de responsabilité qu'a la France, c'était aussi le cœur. Donc, à partir de là, les mots, c'est toujours le cœur d'une relation et on doit chérir, nous, on veut absolument chérir cette francophonie, pas comme un outil de domination, mais comme un outil de partage. Un échange gagnant-gagnant entre toutes les nations. Je l'espère en tout cas. Merci en tout cas à notre invité, Aurélien Rousseau. Merci beaucoup, merci. Dans son périple au Rwanda, Aurélien Rousseau, député à l'Assemblée nationale française, a rencontré les parlementaires rwandais, membres du groupe d'amitié entre le Rwanda et la France. Il a été souligné que les réalisations du Rwanda en matière d'égalité du genre constituent aujourd'hui un exemple au niveau international en matière de respect du principe d'égalité homme-femme. Ces avancées découlent de la politique nationale globale, comme l'a indiqué Alice Muzana, présidente du groupe d'amitié Rwanda-France au Parlement rwandais. Nous avons échangé par rapport aux expériences de nos deux pays, par rapport aux acquis de nos deux pays, par rapport au rôle de nos deux parlements dans la promotion de la femme, dans la promotion du renforcement des capacités de la femme, dans la promotion de l'engagement de la femme dans la vie politique nationale et locale. Nous sommes tous d'accord que la promotion de la femme est un processus qui ne doit pas se limiter qu'aux paroles, mais qui doit être traduit en action. Nous avons partagé l'expérience du Rwanda en commençant par la présence de la femme au Parlement. Les femmes occupent 63% des membres du Parlement. Ça, c'est quelque chose qu'on salue et qu'on a montré parmi les acquis enregistrés par notre pays. De son côté, le député Rousseau a montré, à partager comment l'Assemblée nationale française fonctionne et œuvre et il a émis le souhait que les acquis enregistrés dans notre pays doivent être exploités par leur Assemblée nationale afin que la promotion de la femme soit où l'inclusion de la femme dans le processus de développement soit traduite en action. Côté français, Aurélien Rousseau, président du groupe d'amitié entre la France et le Rwanda, a salué le rôle des politiques publiques dans la mise en place d'institutions représentant les femmes dès le niveau local. Il a également déclaré avoir été particulièrement touché par la contribution des femmes à la reconstruction du Rwanda après le génocide perpétré contre les Tutsis. On a vécu aujourd'hui un moment très riche, avec beaucoup d'échanges, avec de la découverte réciproque, à la fois avec le groupe d'amitié Rwanda-France, et puis une table ronde vraiment passionnante sur les questions de genre et de promotion de la femme. Et on a appris beaucoup de choses avec l'ambassadrice, on a noté énormément de choses sur le rôle du Parlement, sur le rôle du Conseil national des femmes, sur évidemment l'impulsion du président Paul Kagame. Donc c'est une après-midi particulièrement riche. On le savait, mais peut-être ça a été dit encore plus fortement aujourd'hui. C'est la volonté politique qui est ancrée dans la Constitution, à la fois dans son article 10 sur l'égalité stricte entre les hommes et les femmes, dans l'article 140 qui crée le Conseil national des femmes, dans le fait que
les objectifs et les impératifs de 30% minimum de femmes, ça se décline à la fois au Parlement, mais aussi dans les villages, dans les districts, dans tous les secteurs de responsabilité. Et puis en même temps, on a pu échanger sur ce qu'il reste à conquérir ou à défendre, parce que ce lien très fort qu'on a sur ce sujet, France et Rwanda, il y a plein de pays qui ne le partagent pas. Et ça va être un combat aussi à l'échelle internationale. Ce qui m'a évidemment le plus touché, c'est le fait que la force, la combativité, la ténacité des femmes, notamment après le génocide et pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, les autorités et le président ont souhaité que cette force, elle soit projetée dans l'avenir et que ça n'ait pas été juste, j'allais dire, une force dans le moment le plus tragique ou que ce soit une force dans un camp de réfugiés, mais que ça soit un moteur pour le développement du Rwanda dans son avenir. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement touchant. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets de coopération. Quelquefois, on a le sentiment que les sujets de genre, les sujets femmes-hommes, c'est bon pour les pays occidentaux qui cherchent encore de nouveaux droits, mais non. C'est le cœur du développement et de la démocratie. Et je crois qu'ici, au Rwanda, ça doit être sans doute le pays du monde où on l'a le mieux compris et où on le met le plus en œuvre, au-delà des mots, avec des actes. Aujourd'hui, le but de ma visite en tant que président du groupe d'amitié France-Rwanda de l'Assemblée nationale française, c'est d'identifier ces sujets. C'est pas qu'on se fasse la leçon les uns aux autres ou qu'on explique que tout va bien chacun de notre côté. C'est d'apprendre les uns des autres, de se parler comme sur tout le reste des sujets, avec beaucoup de respect et avec beaucoup de franchise. Je crois que c'est ce qui caractérise la relation entre la France et le Rwanda, ou entre le Rwanda et la France. L'ambassadrice de France au Rwanda, Aurélie Royegona, s'est déclarée heureuse d'accompagner le partenariat aussi bien entre les deux parlements qu'entre les deux pays en général, dans les domaines d'intérêt commun. C'est quelque chose d'important et l'ambassade essaye de la faciliter autant que possible parce que les relations entre deux pays, c'est aussi des contacts humains et c'est à l'occasion de ces visites aussi que se nouent d'autres liens et puis surtout d'autres idées de partenariat. Donc le député Aurélien Rousseau, qui est président du groupe d'amitié, a une visite qui aura des thématiques assez fortes autour de la question de la santé, puisqu'on a beaucoup de programmes ici et vraiment une façon de travailler très, très efficace avec le Rwanda. Il va travailler aussi sur la question de la mémoire. Il a déjà eu un certain nombre de rendez-vous et on va travailler aussi, comme on vient de le faire, avec la Chambre des députés, mais aussi le Forum des femmes parlementaires et le Sénat, sur la place des femmes en politique et l'accès, comment faire pour faciliter l'accès des femmes aux fonctions élues. Donc c'est un programme très riche et sur lequel les liens entre pairs, vous voyez, entre parlementaires peuvent être très fructueux. Donc on est heureux, nous, à l'ambassade, d'accompagner cette visite et de mettre aussi les moyens de l'ambassade au service du député pour que ces relations parlementaires se renforcent et soient toujours plus denses. Nous avons énormément de projets dans beaucoup de domaines. On travaille beaucoup sur les questions de santé, sur les questions... vous savez que les questions de la formation professionnelle aussi sont une des priorités de l'action de mon ambassade. On a beaucoup de sujets aussi. Tout ce qui est renforcement des liens humains. On est dans le mois de la francophonie. On essaye de travailler aussi beaucoup sur l'apprentissage du français. On est très heureux de pouvoir former des professeurs ici et renforcer aussi peut-être l'attractivité des formations en France pour les étudiants rwandais. Et c'est quelque chose dont on vous parlera beaucoup pendant le mois de la francophonie. La coopération entre la France et le Rwanda s'établit également dans le domaine judiciaire, puisque la France a depuis 2014 franchi un nouveau cap dans ce domaine en jugeant le premier Rwandais pour génocide perpétré contre les Tutsis, en la personne de Pascal Simbikangwa, qui a écopé d'une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Depuis lors, d'autres Rwandais ont été condamnés en France, la peine la plus lourde étant la perpétuité et la plus petite étant celle de 14 ans de réclusion, avec notamment Claude Mwaimana,
condamné récemment pour complicité de génocide. La Cour d'assises de Paris a confirmé la décision qui avait été prise par la même Cour, mais constituée différemment au premier degré, et qu'elle a condamné M. Claude Mouaïmana à 14 ans de réclusion criminelle. La confirmation s'explique par le fait que M. Mouaïmana est resté dans ses positions, c'est-à-dire dans le refus de donner des informations, de collaborer, parce qu'il a choisi de donner des informations qui ne peuvent pas réellement correspondre à la réalité, notamment qu'il a été malade pendant 2 mois, il a eu la malaria pendant 2 mois, et que lui n'a pas conduit la camionnette qui amenait les tueurs à Karongi et à Bisesero, alors que ces informations sont confirmées par la quasi-totalité des témoins que nous avons entendus, en ce compris les gens qui ont été condamnés pour génocide et qui ont purgé leur peine, qui ont été entendus physiquement à Paris. Donc ceux qui avaient purgé leur peine, il y en a qui ont pris l'avion, qui sont venus à la cour confirmer les informations à partir desquelles la cour a pris sa décision. Il y en a d'autres qui sont même encore détenus au Rwanda pour génocide, que nous avons entendus par les visioconférences, qui ont confirmé la même chose. Et donc la cour d'assises à Paris a confirmé la peine qui avait été prononcée au premier degré, à savoir 14 ans de réclusion criminelle. Un autre élément très important dans ce procès, c'est que quand bien même M. Mouaïmana avait une épouse Tutsi, qu'il a effectivement sauvé quelques familles, y compris la famille de son épouse, M. Mouaïmana a collaboré presque à temps plein parce qu'il a conduit les tueurs, s'est retenu à Karongi, à Bisesero, lesquelles attaques se sont déroulées pendant plusieurs semaines au mois d'avril, au mois de mai et juin 1994. Un autre élément par rapport à ça, on peut se demander comment il est parvenu à protéger sa femme alors qu'il habitait juste en face du stade Gatkwaro où on a décimé des milliers de personnes. Ce qui atteste de sa force, de sa puissance, c'est cela justement. C'est un homme extrêmement intelligent, populaire, quand bien même on peut se dire, ok, un chauffeur n'a pas autant de poids que ça, mais il avait du poids au point que les autorités à cette époque lui faisaient confiance, à commencer par le préfet de la préfecture de Kibuye à cette époque, Clément Kaïchema. Et c'est ce qui explique que même en son absence, parce que je peux vous dire que pendant ces périodes de génocide, les Tutsis ont pu se défendre comme ils ont pu. Il y avait un jeune homme qui avait été entraîné par erreur, parce qu'on l'avait pris pour un Hutu. Il avait été entraîné avec les Interahamwe. Et au moment où le génocide commence, il s'est rangé du côté des Tutsis parce qu'il était Tutsi. Et il avait une grenade. Et c'est cette grenade qu'il a lancée sur un gendarme appelé Mwafrika, qui a été tué. Ce qui a fait dire aux tueurs, aux organisateurs du génocide à Kibuye, qu'ils avaient affaire pas à des simples citoyens, mais qui se battaient contre le FPR. Ce qui a mobilisé des gens qui sont venus même de Gisenyi, ce qui a mobilisé les moyens de l'État notamment, et pour attaquer ces gens à Karongi et à Bisesero. Et ce fut un calvaire pour eux pendant les 3 mois du génocide. Il y a très peu de survivants.
Ceux qui ont pu survivre, c'est des gens qui pouvaient courir et qui ont eu la chance de ne pas être tués pendant cette période. Mais c'était tellement pénible pour eux que même les quelques rares survivants que nous avons entendus, il y en a 2 notamment qui avaient, après autant de mois de courses, de cachettes, de blessures, qui avaient décidé de se rendre aux tueurs, mais qui ont été sauvés in extremis. Voilà, si vous voulez, une image de ce procès qui était très difficile puisque justement, à la fois, M. Mouaïman a protégé quelques personnes, mais en même temps, il a tué des gens. Mais il avait tout fait pour ne pas dévoiler les informations auxquelles on pouvait, je vais dire, s'attendre de sa part. Et certainement que c'est la raison pour laquelle la Cour a confirmé la peine qui avait été prononcée au premier degré. Quel effet cette décision aura sur les négationnistes? Eh bien, première chose, la justice a fait son travail, c'est-à-dire que où que les tueurs se trouvent, ceux qui ont participé au génocide, ils peuvent se dire que voilà, jusqu'à leur fin, ils auront en tout cas le spectre que la justice peut les poursuivre. Première chose. Deuxième chose, c'est que ceux qui nient le génocide se rendront compte que la condamnation d'un chauffeur, c'est une condamnation qui a du sens, d'autant plus que finalement, c'est comme le corps, il y avait les têtes penseurs, il y avait le corps, etc. Un chauffeur a joué un rôle important dans le génocide. Et le transport des tueurs a facilité justement le génocide. Je voudrais préciser que la hauteur de ces montagnes de Bisesero à Karongi, les points les plus hauts, parmi les plus hauts du pays, ne facilitait pas la tâche aux tueurs, avait aidé dans un premier temps aux survivants de se cacher dans les hauteurs, de résister, etc. Mais, comme a précisé un des témoins, il a fallu le transport parce que ces génocidaires ne pouvaient pas escalader ces collines, ces montagnes pendant 3 mois. Et il a fallu qu'on les conduise, qu'on réduise le trajet qu'ils auraient dû faire. Et donc, le rôle d'un chauffeur a été capital dans la mise à mort des Tutsis à Karongi et à Usesero. Les négationnistes, comme on dit, le génocide est pensé, le génocide est exécuté, mais le génocide se poursuit à travers le négationnisme. Et donc, il y a des gens qui, même aujourd'hui, sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des gens qu'on ne peut même pas dissuader. Bien évidemment, ils se rendront compte que, in fine, les sanctions sont encore là et que la compétence universelle fonctionne encore en Belgique, en France, comme dans le cas qui nous a occupés pendant un mois. C'est-à-dire que ces crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, c'est des crimes dont le monde entier doit s'occuper puisque ça s'est passé au Rwanda, mais ça peut aussi se passer ailleurs. Il faut des préventions. Parmi les préventions, c'est la sanction de ceux qui ont commis l'innommable. Voilà, donc nous avons fait notre travail comme avocat, mais nous tenons à remercier les clients qui nous ont fait confiance et les témoins qui ont été d'une bravoure exceptionnelle parce que parler de ça devant un tribunal, devant un tueur, devant les avocats de la défense qui sont autorisés à poser toutes les questions qu'ils veulent autoriser, ça demande beaucoup de courage. Je tiens aussi à souligner que le travail au Rwanda,
notamment des juridictions gacaca, a porté ses fruits à certains égards. Nous avons entendu des gens qui sont passés aux aveux, qui ont dénoncé ce qu'ils ont vu. Et nous avons eu un tueur qui a purgé sa peine et qui est venu demander le pardon au monde entier, à la France, au Rwanda, étant donné ce qu'il a commis, le crime qu'il a commis contre une part de l'humanité, une partie de l'humanité, les Tutsis du Rwanda en l'occurrence. Louis Laurent, doctorant en études politiques à Paris, à l'école de hautes études en sciences sociales, qui au Rwanda, dans le cadre des recherches et dans sa thèse de doctorat, se déclare heureux d'avoir beaucoup appris sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis et les efforts de la France pour juger les suspects génocidaires se trouvant sur le sol français. Alors d'abord, en tant que jeune chercheur, je dois dire que le procès de Claude Mouaïmana en première instance a été ma première rencontre avec le temps judiciaire qui consiste à traduire en justice les responsables ou les suspects du génocide des Tutsis. Et ce que j'ai été frappé dès 2021, c'était l'extrême proximité en fait entre le temps du génocide et le temps judiciaire. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est comment les témoins, les victimes et les parties civiles ont été rassemblés dans cette salle du Palais de Justice à Paris pour évoquer le génocide des Tutsis et répondre aux questions du jury d'assises qui était composé en partie de citoyens français non magistrats. Donc c'était vraiment un procès qui était assez marquant et aujourd'hui le procès d'appel confirme la peine donnée en première instance et je soulève l'intérêt historique d'un tel procès parce qu'il permet de conclure sur la responsabilité individuelle d'un Rwandais dans le génocide des Tutsis jusqu'à potentiellement une réévaluation de la Cour de cassation. Et Claude Mouaïmana est aujourd'hui le 5e Rwandais condamné définitivement depuis 2014. Alors c'est peut-être peu au regard des nombreuses plaintes qu'il y a et des instructions qu'il y a encore en France, mais c'est, disons, une conclusion majeure sur le fait que l'impunité ne se maintient pas et que les responsables potentiels du génocide des Tutsis peuvent être traduits en justice et condamnés. Je pense que cette condamnation rappelle quelque chose d'une manière assez indélébile, c'est que les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide sont imprescriptibles et qui peuvent être jugés dans plusieurs structures judiciaires, dans les procès de Cour pénale internationale, mais aussi dans les procès d'assises en Europe, en vertu de la compétence universelle, qui est une capacité, une faculté qu'ont les cours de justice européenne à juger des étrangers qui ont commis des crimes graves contre des étrangers à l'étranger, à partir du moment où ils résident sur ce nouveau territoire doté de la compétence universelle. Et ça a été quelque chose qui a été mis en place très rapidement au début des années 2000 par la Suisse et la Belgique, puis par la France, l'Allemagne et les pays nordiques à partir des années 2010. Et je pense que aujourd'hui, il est important de se rendre compte qu'on entre dans un temps de conflictualité majeure, d'atteinte au droit international et de résurgence des discours de haine et de discours extrêmement radicaux sur le plan politique et que la résurgence de ces discours de haine dans la région de l'Afrique des Grands Lacs, de la xénophobie, du racisme partout dans le monde doit nous interroger, nous, en tant que citoyens, car c'est un devoir moral et civique de déconstruire et condamner ces discours et ces idéologies de haine. Et outre ce devoir citoyen, il y a bien entendu l'enjeu judiciaire, puisque la justice prévoit une réponse contre les discours négationnistes. Cette année, il y a eu notamment le procès de Charles Onana qui a été condamné pour écrit négationniste avec son éditeur. Et la justice apporte aussi une réponse pénale aux autres configurations de violence et de crimes de masse. Alors, je pense que l'histoire du génocide des Tutsis, elle est de plus en plus habilitée et institutionnalisée en France ces dernières années, notamment avec la publication du rapport Duclerc en 2021 et le discours de reconnaissance de la responsabilité accablante de la France par Emmanuel Macron. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que, indépendamment du processus judiciaire et, des avancées politiques, il y a eu un gros travail qui a été effectué par les enseignants, par les historiens et les chercheurs pour justement travailler sur le génocide des Tutsis. Et il y a eu plusieurs rapports académiques qui ont été publiés, dans la fin des années 2010, qui invitaient les politiques, les autorités scolaires françaises d'enseigner davantage les crimes de masse et les génocides du XXe à l'école. Et de 2017 à 2019, le génocide des Tutsis
est entré au programme scolaire du secondaire en France. Et moi, je fais partie de la dernière génération d'élèves du secondaire qui n'ont pas obligatoirement étudié le génocide des Tutsis, mais désormais, c'est au tronc commun d'histoire-géographie et aussi dans les spécialités d'enseignement qui sont pris par les élèves entre la première et la terminale. Et les élèves découvrent donc l'histoire du génocide des Tutsis par le biais des Gacaca et du tribunal pénal international. Et de mon expérience que j'ai des rencontres avec les publics scolaires et les élèves du secondaire, ils sont très sensibles à la question du génocide des Tutsis, au processus historique sous-jacent à cet événement, notamment la racialisation de la société rwandaise pendant l'époque coloniale, mais également l'implémentation de l'ethnisme politique et du racisme au cours de la première et de la deuxième République rwandaise. Alors je dirais que cette procédure judiciaire, elle montre qu'il n'y a pas de petits ou de grands génocidaires, qu'il y a des acteurs qui agissent à diverses échelles en fonction de leurs capitaux, en fonction d'une position sociale antérieure ou de moyens matériels qui vont être mobilisés dans le génocide. Et ça montre aussi fondamentalement la question de la mobilité, et plus précisément de la mobilité motorisée. Durant le génocide des Tutsis, la capacité de se déplacer en groupe avec des véhicules tout-terrain ou avec des bus d'Olonatracom par exemple, et des bus réquisitionnés par les autorités, était un outil décisif pour briser toutes les possibilités de survie des Tutsis rassemblés dans des lieux publics ou bien sur des sites naturels comme dit Cicero. Et pour avoir parcouru ces dernières années à de nombreuses reprises les routes de l'ancienne préfecture de Gikongoro et de Kibuye, en 4x4 tout-terrain, on voit qu'il est nécessaire d'avoir des moyens d'État ainsi qu'une participation populaire et massive pour pouvoir organiser le génocide et éradiquer la population Tutsi de ces préfectures-là entre le mois d'avril 1994 jusqu'à juillet. La coopération renforcée entre la France et le Rwanda dans tous les domaines de la vie résulte de la détermination des présidents Paul Kagame et Emmanuel Macron, résolus à défier les difficultés du passé et à axer le partenariat sur une coopération gagnant-gagnant entre le Rwanda et la France.